Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette première émission du débrief pour cette année 2023. Meilleurs vœux encore une fois pour une année qu'on vous souhaite tous emplie de santé et de bonheur pour toutes et pour tous. Nous sommes donc en 2023, après une année 2022 riche en événements et en émotions, ainsi qu'en ascenseurs émotionnels divers et dans plusieurs domaines, qu'ils soient politiques ou diplomatiques, mais aussi sportifs et économiques. Et nous voilà donc en janvier 2023. Et après la rétrospective 2022, nous allons nous essayer un exercice de prospective pour l'année qui commence. De quoi sera faite l'économie et où en sont les prévisions macroéconomiques, où en sont les politiques sectorielles, où en sont les grands projets de l'État. En politique, comment s'annonce l'année qui démarre? Et en diplomatie, à quoi devrons-nous nous attendre de la part de nos partenaires, nouveaux et anciens, et de nos voisins, proches ou lointains? Certains sont optimistes pour 2023, d'autres le sont moins sans être pessimistes, et une troisième catégorie se montre carrément alarmiste. Rares cependant sont les euphoriques, tant les esprits ont été échaudés ces 3 dernières années par les événements partout et en tout genre. Quels sont donc les arguments des uns et des autres, et comment, pour notre part, avec nos invités, devrions-nous nous attendre à cette année 2023? Et nos invités, des éminents spécialistes, chacun dans son domaine d'expertise. C'est Abdef Komat, bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de droit de Casablanca, mais vous êtes aussi économiste, surtout économiste de formation. Vous allez donc nous éclairer sur ce qui nous attend pour cette année 2023 en ce qui concerne l'économie du pays, macro et micro. C'est Moustapha Sahimi, bonjour. Bonsoir. Vous êtes politologue et vous êtes aussi professeur de droit. Et bien entendu, les questions sur la politique, la diplomatie, chacun peut répondre aux questions posées à l'autre, mais on va y aller sur la politique. Alors, comme d'habitude, je commence par vous, c'est Moustapha Sahimi. Une question, donc question groupée, mais je commence par vous. 2023 qui commence, l'impression générale sur cette année 2023, sachant que les 3 précédentes années, chacune a eu son lot d'incertitudes. 2020, c'est la crise Covid. 2021, beaucoup d'incertitudes, un rebond, mais enfin, ce n'était pas véritablement ça. 2022, donc la guerre en Ukraine avec toutes les répercussions géopolitiques, économiques. À quoi vous attendez-vous pour cette année 2023? Et si je vous reposais la question en vous demandant qu'est-ce qui permettrait de fonder une approche optimiste de l'année 2023? Je n'y répondrai pas, mais je vous la repose, effectivement. Bien. Alors, il faut bien dire que les motifs d'interrogation et d'inquiétude sont nombreux et liés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'incertitude. Ce qui prévaut aujourd'hui dans le monde, système international et dans la vie internationale, c'est l'incertitude du lendemain. Personne, il y a un an, ne pouvait prévoir qu'il y aurait l'opération spéciale russe le 24 février en Ukraine. Je s'y attendrais un petit peu quand même. Non, mais on ne savait pas. Le 6 janvier 2022, il y avait des dispositifs en place, tout ça. Mais personne ne pouvait raisonnablement dire que le 24 février 2022, il y aurait donc le début d'un conflit entre l'Ukraine et la Russie, et ça fera bientôt le 11e mois. Personne ne pouvait prédire non plus l'impact de cette situation-là. Pour dire ceci, l'incertitude. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, il nous faut faire face à l'incertitude avec l'élément d'imprévisibilité. Il faut y ajouter la complexité des dossiers et des affaires. C'est-à-dire il y a une telle interaction, un certain nombre de facteurs, le bouleversement des chaînes de valeur, l'envol des prix logistiques, vous le savez, ce qu'on a eu, le renchérissement des prix aussi du gaz et du pétrole, sans oublier les réarticulations qui se font dans le système économique aujourd'hui, avec davantage de protectionnisme. Je crois que ça, c'est un élément qui va rester en 2023 et probablement dans les années à venir. Protectionnisme qui est différent de la notion de souveraineté. Ça doit être expliqué. La souveraineté, c'est le fait d'assurer donc l'approvisionnement d'un pays en un certain nombre de produits jugés essentiels. Nous sommes dans un cas de figure différent. Nous sommes dans le protectionnisme. Protectionnisme américain, on l'a vu. Protectionnisme européen, un certain nombre de mesures, et tout ça, donc, des éléments d'interrogation. Ajoutez à ça que les facteurs de paix ne me paraissent pas dominer les 12 mois à venir, tant il est vrai qu'un certain nombre de conflits vont durer.
Je pense, sans prendre un grand risque, que le conflit d'Ukraine va durer, et on le sait maintenant, il va durer. Probablement 2023 et au-delà, jusqu'à ce qu'on arrive à un schéma de négociation tout à fait problématique. Mais pour l'instant, l'hypothèse la plus raisonnable, c'est que 2023, c'est une année, donc avec ce conflit qui va peut-être se déporter dans d'autres zones. Il y a également d'autres problèmes qui sont posés. La position de la Chine est intéressante. En tout cas, la situation économique de la Chine sera intéressante parce que les prévisions sont 3,5% pour 2022 et dans le même ordre d'idée en 2023. Et ça, c'est un facteur qui va peser sur les relations économiques internationales. Donc voilà, il faut une veille, il faut de la modestie, il faut de la prudence et tout le monde, il doit le dire, pilote à vue les grandes chancelleries ou le reste du monde. En matière d'optimisme, on fait mieux. Vous parliez d'optimisme avant, mais on fait mieux en matière d'optimisme. J'aurais pensé que vous alliez être beaucoup plus positif que ça. C'est Altef Komat, même question, impression globale sur 2023. En fait, on aurait souhaité être optimiste. En fait, on croyait au début de 2022 que les choses allaient se stabiliser. On sortait d'une crise du Covid, il y avait ce stress, il y avait une instabilité, notamment dans les relations internationales économiques, notamment liées à cette guerre russe, la Russie et l'Ukraine, mais également, en fait, le Covid qui ressurgit en Chine avec son impact, la politique du zéro Covid, son impact sur le commerce international. On croyait que tout cela, en fait, serait atténué au courant de l'année 2022 et qu'on entrerait dans une année 2023 où les indicateurs vont se stabiliser, apaiser, que ce soit sur le plan macroéconomique, que ce soit au niveau des relations économiques internationales. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si on fait la comparaison entre peut-être un trimestre avant la fin de 2022, rien qu'au niveau des projections, que ce soit des différentes institutions ou au niveau de la loi de finances, on prévoyait par exemple un taux d'inflation de 2,2%, on prévoyait un taux de croissance de 4%, mais déjà à la fin de l'année et début de 2023, il s'avère que ces indicateurs ne seraient certainement pas respectés parce que les choses évoluent tellement vite et en fait la crise ne fait que s'installer dans la durée. Bien sûr, il y a la question de la guerre, il y a la question aujourd'hui, le Covid, par exemple, en Chine. Aujourd'hui, on voit des restrictions au niveau de la mobilité des citoyens chinois vers le reste du monde et l'impact, parce que la Chine, c'est quand même une puissance économique. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, la situation économique, notamment dans la zone euro, qui est notre principal interlocuteur sur le plan économique, on frôle la récession. On n'est pas encore dans la récession, mais on frôle la récession avec des taux d'inflation. Aujourd'hui, on parle de 6,5% pour 2023. Donc, il y a une conjoncture, qu'il soit internationale, également nationale. On attend de la pluie également. La question de l'eau, c'est une question centrale. Heureusement, il y a eu ces dernières semaines un vent qui nous a laissé croire qu'on va entrer dans une période normale au niveau de la pluviométrie. Mais on espère que les prochains mois, les prochaines semaines, on rentrera dans un rythme régulier, au moins que l'impact de l'agriculture, mais de l'eau d'une manière générale, ne soit pas un impact négatif comme on l'a vécu l'année dernière. Et on connaît très bien quel est le poids de l'agriculture au niveau de notre PIB, au niveau de notre stabilité sociale et économique. Donc tout cela nous laisserait en fait aujourd'hui en attente de meilleurs jours, mais les éléments objectifs devraient nous laisser prudents. Alors heureusement, peut-être on va en parler, c'est que dans le même temps, et en même temps, nous sommes restés fidèles à une vision avec des plans stratégiques, ce qui fait que peut-être même dans cette difficulté, le Maroc continue à réformer. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important parce que les réformes, ils sont incontournables. Et peut-être on va en parler tout à l'heure. Il ne faut pas, sous la pression d'une conjoncture difficile, abandonner des réformes structurelles qui auront un impact notamment sur le plan social, sur le plan de l'investissement, au niveau de la fiscalité. Donc il y a un certain nombre de réformes qui continuent malgré ces difficultés. Et je crois que c'est le salut du Maroc pour l'avenir parce que
une difficulté conjoncturelle, elle peut être dépassée, mais ce qui va rester, c'est ce qu'on va entreprendre en termes de réformes structurelles sur tous les aspects, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques. Alors, à part la dernière partie de votre intervention, Abdeltef Komad, je répète, meilleurs vœux pour 2023. Apparemment, de la manière dont ça va se passer, bon, on n'est pas dans l'euphorie la plus totale, mais pas dans le pessimisme non plus, mais enfin bon, un peu de modération. Alors, on entre dans le vif enfin, on revient chez nous, ici au Maroc, avec vous, Mostafa Sahimi, donc le gouvernement Khenouch, qui était un gouvernement fait de beaucoup de technocrates, politiques aussi, mais beaucoup de technocratie, a réalisé bien des promesses de ce qu'il avait, sur quoi il s'était engagé. Je parle de Aura, je parle de Força, je parle des chantiers hydriques, je parle de tout ce qui est en matière énergétique, je parle aussi, bien entendu, du grand programme de couverture sociale. Quel est la prochaine registre social qui est en train d'être véritablement mis en place dans ces dernières étapes? Quelles sont les prochaines phases que vous prévoyez pour 2023? C'est-à-dire la deuxième année de l'exercice, deuxième année complète de l'exercice tout à fait. du gouvernement. Précisément sur ce point, quel est l'état des lieux aujourd'hui de ce cabinet qui a été investi en octobre 2021? D'abord, les atouts qu'il a. Il a des atouts. Il a une majorité forte, avec seulement 3 partis. Donc, il n'y a plus le problème de la majorité d'avant, où il y avait 5-6 partis, c'était compliqué. 1. 2, il a été investi sur la base d'un programme, qui est un programme de rupture par rapport aux 10 ans des 2 cabinets PJD. Ce gouvernement a été formé sur la base donc d'un certain nombre de promesses et de campagnes électorales faites par les 3 partis qui forment cette majorité, en l'occurrence le RNI, le PAM et l'Istiqlal. Et il s'est positionné comme pourvoyeur et réformateur. Les gens ont voté dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas, sur la campagne électorale, c'est un autre débat, etc. Mais les gens ont voté. Il y a un acte électoral, il y a une majorité qui s'est dégagée, et c'est pour honorer un certain nombre de promesses qui ont été faites. Il y a 2 niveaux d'analyse que je vous propose de distinguer pour l'action de ce gouvernement. Il y a le premier volet auquel a fait référence mon ami ici présent, c'est des chantiers structurels. C'est des chantiers structurels qui vont au-delà de l'exercice annuel, qui vont même au-delà de la mandature de ce cabinet 2026. Il y a des chantiers qui vont jusqu'en 2030. La réforme de l'éducation, la réforme de l'administration, etc., la digitalisation. Bien. À côté de ça, il y a la déclinaison sectorielle de politique publique dans un certain nombre de domaines. Le citoyen de base, il est intéressé par quoi? Bien sûr qu'il est intéressé par l'annonce de chantiers structurels, définis d'ailleurs toujours par le souverain, il faut le dire. Donc il y a un crédit qui est attaché à ces grandes réformes. Mais le citoyen de base, au quotidien, il est intéressé par quoi? Il est intéressé par son pouvoir d'achat et ses conditions de vie et de travail. Pouvoir d'achat. L'inflation officielle pour 2022 est de 6,5%, nous dit-on. Après, on a corrigé à 8,8%. Bien. Non, en fait, maintenant, il est de 6,6. C'est le chiffre officiel de 2022. Oui, mais... Chiffre officiel. Chiffre officiel, moi, j'ai d'autres chiffres, c'est jusqu'à 8. Bon, 6,5, chiffre officiel. Si c'est officiel, c'est officiel. Ah oui, mais ce n'est pas le bulletin officiel en face. Hein. Non, mais il a des informations que vous n'avez peut-être pas. Les mots ont un sens. Nous travaillons sur les mêmes documents, en l'occurrence la Banque centrale, en l'occurrence le HCP. Alors, si vous n'êtes pas d'accord sur le chiffre 2022, comment ça va être pour 2023? Le bulletin conjoncturel de la DEPP, le ministère des Finances, là, nous avons les mêmes indications. Ce que je voudrais relever au-delà de ce chiffre, c'est que l'inflation... elle est forte pour un certain nombre de produits de grande consommation. Il y a 10-15 produits de grande consommation qui sont donc là et qui ont enregistré une inflation de 12, 14, 15%. Et n'importe quel citoyen faisant son marché, comme vous et moi, et lui, surtout, etc., constate... les deux groupes de produits qui ont connu le taux d'inflation le plus élevé, ce sont l'alimentaire et l'énergie.
Et ce sont effectivement les produits qui de concernent le citoyen. C'est des taux de 13-14%. Donc, il y a cet aspect. Alors, 13-14, c'est ce que j'ai dit, à fourchette de 12 à 15%. Le problème qui est posé aux citoyens et à ce gouvernement, c'est la préservation de son pouvoir d'achat. Vous savez, une politique est faite pour faire quoi? Une politique est faite pour le progrès social des citoyens, pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Sinon, ça sert à quoi de faire des politiques? Donc nous en sommes là, et il faut bien voir que la situation actuelle aujourd'hui est préoccupante. Attestée par quoi? Attestée par le fait que le dialogue social n'arrive pas à redémarrer. Vous avez vu les prises de position du secrétaire général de l'UMT en disant au dialogue social, mais il faut que le gouvernement tienne ses promesses. Des promesses ont été faites dans le cadre de la précédente session, etc. Bien. Deuxième point, il y a des politiques qui doivent être menées, des politiques. Qu'est-ce qui est fait précisément pour la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, pour la réforme fiscale? Alors, il y a bien des ajustements qui ont été faits dans la loi de finances 2022-2023, etc. Mais le problème est posé, c'est qu'il y a encore une grande inéquité fiscale au Maroc. Liée à quoi? Liée à l'évasion fiscale, liée à la fraude fiscale. Et donc, c'est tout ça qui doit être posé. J'ajoute, parmi les dossiers qu'a ce gouvernement sur la table, la lutte contre la corruption. Nous sommes classés 125e ou 126e dans le classement de Transparency, avec d'ailleurs une dégradation de la note par rapport à 2021. Qu'est-ce qui est fait pour la lutte contre la corruption? C'est ça les messages politiques. Donc je retiens de votre intervention le pouvoir d'achat, la réforme fiscale, le dialogue social et la lutte contre la corruption. Mais au-delà de ça, Abdeltef Komat, il y a les chantiers qui... Bon, ça ne nécessite pas d'argent, ce sont surtout des mesures réglementaires, des mesures politiques qui doivent être prises. Pour le reste, il y a un certain nombre de choses qui doivent être lancées. Est-ce que vous ne pensez pas maintenant, vous en avez parlé tout à l'heure, avec l'inflation, avec les prix de l'énergie qui sont plongés dans l'incertitude, on ne sait pas trop ce qui va se passer en matière agricole. C'est vrai qu'il y a eu des pluies salvatrices, bienfaitrices aussi, mais sont-elles suffisantes? Étaient-elles suffisantes? Je ne le pense pas, on ne le pense pas. Ça a permis d'augmenter un peu le niveau des barrages, mais ça s'est arrêté là. Est-ce que vous ne pensez pas que ce taux de croissance, donc, est-ce que d'abord le gouvernement pourra faire face à tout ce qu'il doit faire, à tout ce à quoi il doit faire face, et en plus avec un taux de croissance annoncé de 4%, est-ce que c'est véritablement crédible, sachant que déjà le HCP et le FMI parlent de 3,5%? Et la banque centrale parle aux alentours de 3%. Il faut dire qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses évoluent tellement vite parce que le taux qui a été prévu de 4%, il a été prévu dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances qui date du mois de septembre. Et on était optimiste. On était optimiste et on a prévu un taux d'inflation de 2,2, on a prévu un taux de croissance de 4%, et puis il y avait des hypothèses par rapport à l'année agricole avec 75 millions de quintaux, etc. Alors tout cela, en fait, entre-temps, aujourd'hui, il s'avère qu'avec le début de l'année, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que déjà, si on arrive à atteindre 4%, c'est une très bonne performance parce que ce qui est prévu dans le programme gouvernemental, c'est 4%. En attendant d'aller vers la vitesse de croisière qui est prévue dans le cadre du nouveau modèle de développement qui est de 6%. Mais le démarrage, c'est 4%. Bon, déjà, on a du mal. Cette question de la croissance, c'est une question qu'il faut creuser davantage parce que lorsqu'on parle de la croissance, on la réfère par rapport à l'année d'avant. L'année d'avant, déjà, en fait 2022, on a un taux de croissance de 1,1%. Déjà 4% par rapport à quoi? C'est une année qui est en baisse par rapport à l'année d'avant. D'accord? C'est déjà relatif. Mais déjà, est-ce qu'on va pouvoir atteindre 4% par rapport aux donnes qui existent aujourd'hui? En fait, ça sera difficile. Ça sera difficile. C'est pour ça que peut-être les prévisions qui sont venues après, ils tablent entre 3 et 3,5%, ce qui serait correct dans la conjoncture actuelle. Déjà, si on arrive à 3%, ça serait bien, parce qu'on était à 1,1% en 2022. Et bien sûr, cette question de croissance est une question fondamentale, parce que c'est la croissance qui crée de la richesse, c'est la croissance qui finance l'investissement, c'est la croissance qui crée de l'emploi. Et bien évidemment, dans cette perspective de développement qu'on voudrait global et intégrer, d'autant plus qu'il y a la dimension sociale qui est fondamentale. Aujourd'hui, le Maroc n'aspire pas seulement à améliorer ses indicateurs économiques et financiers, parce qu'il faut le rappeler. On a vécu dans les années 80 ce qu'on appelle la politique d'ajustement structurel, qui est liée à la plus grande crise qu'a connue le Maroc. Bon, on est aujourd'hui dans la deuxième grande crise.
On a vécu cette crise dans la moitié des années 80 qui a donné la politique d'ajustement structurel. Mais cette période-là, le Maroc a entrepris un certain nombre de réformes. Et ces réformes étaient essentiellement financières parce qu'il fallait rééquilibrer les indicateurs financiers du Maroc. On avait un endettement de 120% par rapport au PIB. On avait en fait une réserve de change qui ne pouvait même pas financer quelques jours d'importation. Donc, ce qui fait que les réformes ont été des réformes financières et économiques. On a libéralisé le commerce extérieur et il y a un certain nombre de réformes qu'on a entreprises à connotation financière et économique. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous sommes dans des réformes à connotation sociale. Aujourd'hui, on parle de la couverture sociale, on parle de la création de 250 000 emplois au bout de 2 ans. Donc, tout cela, il va falloir le financer. Le financer, vous savez que la couverture sociale, c'est 51 milliards de dirhams. Une partie, bien sûr, sera financée par l'État. Alors tout cela, bien sûr, il faut le financer. Le financer par quoi? Il faut le financer tout d'abord par de la croissance, mais également il faut le financer par des réformes, notamment la réforme fiscale. Vous savez qu'aujourd'hui, on a entrepris une réforme fiscale sur 4 années. On a commencé par relever le taux d'imposition des grandes sociétés qui dépassent les 100 millions de dirhams de profit à 40%. Donc c'est un processus qui va s'étaler sur 4 années. Et puis, bien sûr, il y a la réforme de la caisse de compensation pour aller vers en fait un soutien direct via le registre social unifié. Donc c'est pour cela que dans la foulée de cette crise, il ne faut pas abandonner je dirais, les réformes, parce que ces réformes s'inscrivent dans une nouvelle dynamique qui est socio-économique. On n'aspire pas seulement à améliorer les indicateurs économiques, mais on aspire à un développement global et intégré qui intégrerait d'une manière plus forte la dimension sociale. Et tout ça, bien évidemment, passe par des réformes qui ne devraient pas être abandonnées vu les conjonctures difficiles que nous vivons. Il y a d'autres réformes qui sont en train d'être entreprises et on a cette question de la liste grise aussi du GAFI, on en parlait tout à l'heure hors antenne. On va voir ça dans le courant du mois. Il y a aussi les avoirs en réserve qui tassent un petit peu. Il y a une résilience, il y a les transferts des Marocains du monde, il y a le tourisme. Mais bon, il y a quand même une incertitude qui s'installe. On verra ça. Alors, Moustapha Sahimi, on revient avec vous sur l'aspect politique. Vous parlez tout à l'heure de la majorité. C'est vrai que majorité ramassée avec 3 partis. On ne parle pas du RNI, mais pour l'Istiqlal, déjà, il y a un retard au niveau de la tenue du Congrès. D'ores et déjà, le parti peut être en délicatesse avec la loi. Et puis, au niveau du PAM, il y a cette question du ministre de la Justice et secrétaire général du PAM, Abdeltef Ouabi, qui est en sérieuse difficulté. Comment vous voyez cette année sur le plan politique? Et comment vous voyez cette question de Abdeltef Ouabi se terminer aussi ou se prolonger? Alors, d'abord, sur la majorité, c'est une majorité qui est très confortable, je l'ai dit. Ce qui pose problème au sein de cette majorité, c'est son fonctionnement et la solidarité. Il est connu qu'il y a un déficit de coordination au sein de la majorité. Tout paraît se passer comme si le chef du gouvernement qui est président du RNI, pratiquait une politique, j'allais dire, personnelle, avec peu de concertation du côté de ses alliés. Il est connu aussi que le parti de l'Istiqlal est dans une situation, pour le moins, inconfortable. Pourquoi ? Parce que c'est un parti qui a eu 83 députés dans la Chambre des représentants. Il n'a eu que 4 départements ministériels, alors que son allié, au sein de cette majorité, le PAM, Abdeltef Ouabi, a eu 87 députés, qu'il a 7 départements. J'ajoute qu'au sein du parti de l'Istiqlal, et avec le comité exécutif qui compte 25 ou 26 membres, il n'y a aucun membre de cet organe de direction qui est dans le gouvernement. Donc vous comprenez qu'il y ait au sein de ce parti... Dites-le carrément, il y a des ministres qui sont estampillés Istiqlal ou même PAM qui n'étaient pas connus avant comme ayant été spécialement Istiqlal. Oui, comme ayant été des militants ardents et fervents de l'Istiqlal. Au sein des états-majors des deux partis. Alors évidemment, ça pose des problèmes au sein de ce parti parce que ce parti a le sentiment qu'il est sous-représenté dans ce cabinet. Troisième point, pour ce qui est du PAM, le PAM, pour l'instant, est dans une situation difficile. D'abord, ces instances ne sont pas toutes mises en place, vous le savez,
Et puis, il y a l'action de son secrétaire général, ministre de la Justice. C'est la question, deuxième élément de votre question. Qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment que ce ministre de la Justice, dirigeant du PAM, devient encombrant et pour son parti, le PAM, et devient encombrant également pour la majorité, le chef du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a une communication mal maîtrisée qui fait qu'il n'est pas facile de le recadrer. Vous vous souvenez que dès les premières semaines, il avait fait une sortie pour dire qu'il fallait une amnistie pour les condamnés, les condamnés du RIF et pour Zefzefi, alors que c'est une attribution qui ne lui revient pas. Sinon, c'est une attribution royale, loi de grâce, sinon une loi d'amnistie par le Parlement. Donc il n'avait pas fait faire cette sortie. Il avait rajouté que 90% des avocats payaient moins de 10 000 dirhams d'impôts. Pour cette affaire, j'y viens, c'est l'affaire des conditions de cet examen du baccalauréat. C'est une situation qui n'est pas saine, et qui ne peut pas rester en l'état. Il y a plusieurs options sur le papier. L'une, est-ce qu'il va démissionner? C'est à lui à décider. Et bien ensuite, il faut que sa démission soit acceptée. Deuxième option, quelles mesures peuvent être prises par le chef du gouvernement pour mettre fin à une situation qui est délétère et qui a enflammé non seulement les réseaux sociaux, mais qui mobilise l'opinion publique. En tout cas, c'est un gouvernement qui n'a pas besoin de ça. Je conclus, il se retrouve en début d'année avec deux affaires qui parasitent la visibilité de l'année à venir. La première, cette affaire de conditions d'examen d'avocats. Et la deuxième, dans les prochains jours, c'est les conditions de la billetterie pour le mondial. On va sûrement y revenir. A été Fouzi El Khaja, ministre délégué au budget et aussi président de la Fédération royale marocaine de football, a été très clair. Les choses vont devoir s'éclaircir d'ici à la semaine qui arrive. Déjà la moitié de l'émission qui est passée. On se retrouve dans quelques instants pour continuer notre tentative de prospective sur 2023. À tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie du débrief. Encore une fois, le premier de celui de l'année 2023, pour laquelle on vous présente nos meilleurs vœux, bien qu'elle commence un peu dans la difficulté. Mais soyons positifs. Abdelatif Komat, donc on en arrive à la politique monétaire, l'inflation. Tout le monde le sait, Banque Morale va relever 2 fois son taux directeur. 2 fois de 50 points de base. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'inflation? Est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir? Donc, alignement sur les banques centrales du monde. Est-ce que les 2%, donc vous avez commencé à en parler tout à l'heure, sur l'inflation, comment vous voyez cette année d'un point de vue monétaire? En fait, cette question, c'est une question internationale. Si vous voyez un peu ce qui se passe au niveau des banques, notamment européennes, de la Banque centrale européenne, pratiquement, la tendance, c'est d'augmenter les taux directeurs parce que c'est un moyen de juguler la tendance inflationniste. Bon, c'est le cas également du Maroc. La Banque centrale a résisté. Elle a résisté depuis 2020-2021. On est resté à un taux de 1,5, mais bon, les 2 derniers trimestres, elle a été obligée d'augmenter d'un demi-point, donc passer 2%, et puis dernièrement à 2,5%. Alors, parce qu'il s'agit en fait d'un arbitrage entre maintenir des taux bas pour justement servir la création de richesses, l'investissement, la croissance, parce que lorsque en fait, la Banque centrale a un taux réduit, cela se répercute sur les taux d'intérêt servis par les banques commerciales et bien évidemment, en fait, l'investissement pourrait être encouragé notamment par ces mesures financières, bien que l'investissement, en fait, il demande tout un arsenal. L'aspect financier est une composante parmi d'autres. Mais toujours est-il, c'est un facteur important. La deuxième chose, en fait, le deuxième choix, c'est d'augmenter les taux directeurs pour justement limiter la circulation de l'argent. Et bien sûr, si on limite la circulation de l'argent, cela a un impact sur la jugulation de l'inflation. Alors aujourd'hui, la Banque centrale marocaine et d'autres banques avaient un arbitrage à faire. Est-ce qu'il s'agit de maintenir un taux de 2%, peut-être pour soutenir la croissance, ou augmenter le taux pour juguler l'inflation? Le choix a été d'augmenter le taux pour juguler l'inflation. Parce que l'inflation est un phénomène aujourd'hui dangereux au niveau mondial. Vous savez qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui ont battu le record depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, le taux le plus élevé, c'est cette année, de plus de 7,6%. Donc c'est un phénomène mondial et qui a tendance à bien s'installer si on ne le jugule pas, notamment par des mesures monétaires. Et donc c'est pour cela que, bien sûr, la Banque centrale a augmenté ce taux. Alors maintenant, est-ce que cela est suffisant pour réduire cette tendance dans l'économie avec 40% d'informels? En fait, effectivement, il y a cet aspect-là. Tout d'abord, parce que l'économie marocaine n'est pas monétarisée. Il y a tout un pan de l'économie qui ne dépend pas du financement bancaire officiel. Et donc, à la rigueur, l'impact, il est réduit. Mais toujours est-il, même avec je dirais, cette augmentation du directeur de la Banque centrale, l'inflation, elle est alimentée par d'autres facteurs, notamment ce qu'on appelle l'inflation importée. Et on a commencé au départ par l'inflation importée, parce que le Maroc est un pays, il faut le dire, qui est très ouvert sur l'international. On a plus de 400 milliards de dirhams d'importation, et bien sûr, ces importations, notamment la facture énergétique. La facture énergétique, c'est 152 milliards de dirhams. Et on connaît aujourd'hui les prix de l'énergie. C'est vrai, ils sont stabilisés ces derniers temps, mais ils restent chers. Les produits alimentaires également. Nous sommes 27 milliards de dirhams d'importation de blé. Et donc, l'augmentation de ces prix va se répercuter, bien évidemment, sur les prix locaux. Et également, bien sûr, à part l'inflation au niveau de tout ce qui est importé, il y a l'effet inflationniste interne, parce que l'inflation, il s'alimente notamment par l'import, mais également par une dynamique intérieure, et ce qu'on a vu dans la deuxième phase de l'augmentation de l'inflation au Maroc. Alors tout cela risque de perdurer au moins le premier semestre de cette année, pour peut-être ne pas espérer que le taux d'inflation tel qu'il était prévu au niveau de la loi de finances de 2,2 soit respecté. Certainement, on sera à des taux plus élevés, sachant que, par exemple, la zone euro de l'Europe, il prévoit un taux d'inflation de 6,5%. Donc, il ne peut pas y avoir un gap aussi important entre le taux d'inflation en Europe, qui est notre partenaire, et le taux d'inflation du Maroc. Donc, peut-être qu'on aura un taux plus élevé que ce qui est prévu. On y reviendra justement sur cette ouverture sur l'extérieur et sur les incertitudes qu'elle charrie avec elle. Moustapha Sahimi, il n'y a pas que l'affaire Abdelatif Ouahibi dans ce gouvernement, mais on a parlé aussi de remaniement. Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois qu'on en parle. En général, il intervient 1 an et demi à 2 ans après la formation du gouvernement. Est-ce que vous voyez un remaniement dans les semaines, dans les quelques mois qui viennent, mais dans les semaines qui viennent? Vous me permettez de revenir sur ce qu'a dit mon collègue pour ce qui est de l'inflation et donc la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Il y a un secteur qui n'est pas abordé, c'est les structures du commerce intérieur. Je donne un exemple. Le lait, le producteur vend son litre de lait à 3 dirhams, vous l'avez à 10 dirhams au niveau du consommateur. Les légumes sont vendus à 1 dirham, 2 dirhams, et c'est la même chose, 6, 8, 10, 15 dirhams. Je ne parle pas des fruits, etc. Il y a là un gros travail de restructuration qui a été annoncé de temps en temps, etc., mais qui n'est pas fait et qui ne sera probablement pas fait. Pourquoi ? Parce que c'est des structures parasitaires. C'est ça une illustration de l'économie de rente. Vous avez un certain nombre de demi-grossistes, où il n'y a aucun investissement, qui travaillent simplement en achetant et en vendant dans l'informel, qui n'ont même pas des stands, ni des hangars réfrigérés de stockage, etc. Voilà. Alors pourquoi ce n'est pas fait ? J'espère que ça sera fait, mais je pense que ça ne sera pas fait. Pourquoi ? Parce que c'est une clientèle électorale importante d'un certain nombre de partis de la majorité, il faut le dire. Ce qui nous ramène à ma question sur la majorité et sur un éventuel ou un potentiel changement de remaniement. Ce ne sont pas des gens qui votent pour le PSU ou la Fédération de la gauche démocratique. Maintenant, pour ce qui est de la situation de ce gouvernement, vous savez, c'est un sport national qu'on connaît, vous et moi, depuis longtemps. C'est que chaque fois qu'il y a un gouvernement, suivent dans les semaines qui suivent des rumeurs de changement, etc. Il y a, mais là, on est à peu près à 1 an et demi. Voilà, il y a des cycles. Si vous interrogez les cycles de remaniement de gouvernement, en général, c'est à la mi-mandature. 2 ans, 2 ans et demi, il y a un aménagement. Alors, le gouvernement Benkelem, c'était à 1 an et demi pile après. Voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui... Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un cas de figure où l'idée d'un remaniement du gouvernement est avancée.
Qu'est-ce qui pousse dans ce sens? Un, le chef du gouvernement lui-même, Aziz Arnouch, qui, dans son discours programme devant le Parlement en octobre dernier, avait annoncé que ce gouvernement serait complété par des secrétaires d'État. Et on avait parlé dans les 2-3 mois, c'était prévu pour janvier-février 2022, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que ça bloque et que sûrement que les propositions faites par le chef du gouvernement n'ont pas été validées. Du fait qu'il n'a pas eu peut-être la main heureuse, comme vient de le montrer la composition de ce gouvernement. Il est bien évident, tout le monde le sait, qu'il y a des erreurs de casting dans ce cabinet. Je ne veux pas citer les noms, mais tout le monde sait qu'il y a un certain nombre de personnalités estimables, mais qui ne sont pas faites pour l'emploi. Deuxième élément qui pousse dans ce sens, c'est un réajustement en faveur du parti de l'Istiqlal. L'Istiqlal, je l'ai dit, a été pénalisé. Il a 4 départements et il estime que c'est insuffisant, à bon droit d'ailleurs, sur la base de l'arithmétique parlementaire, plus encore sur la base, moi je peux le dire, la base de la teneur militante de ce parti. C'est un parti historique. Et donc, il a droit, au-delà de l'arithmétique parlementaire qu'il faut respecter. L'historique n'a rien à voir là-dedans, c'est une question d'arithmétique. Non, ça ne suffit pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous faites un cabinet, que serait ce cabinet s'il n'y avait que le RNI, le PAM et un autre parti dit administratif? C'est pas pareil, c'est pas la même équation politique. Donc le fait qu'il y ait le parti de l'Istiqlal avec 2 partis dits administratifs, c'est une caution particulière et ça mérite un coefficient d'amélioration, me semble-t-il. Donc l'idée, c'est qu'il y aurait un réajustement en faveur du parti de l'Istiqlal dans les prochaines semaines, février ou mars. D'ailleurs, c'est pour cette raison, vous l'avez évoqué, que la formation de Nizar Baraka n'a pas fait ce qu'il fallait. N'a pas fait ce qu'il fallait pour être en règle avec la réglementation et pour tenir son congrès, parce que Nizar Baraka tient sans doute à ce que son congrès se passe dans des conditions politiquement optimales. Et nous en sommes là. Troisième élément qui pousserait dans ce sens d'un réaménagement du gouvernement et des structures gouvernementales, c'est le fait qu'il est évident qu'un certain nombre de profils ne sont pas adaptés à la fonction. Donc, il y a là... Donc, pour vous, on peut attendre un remaniement dans les quelques semaines, c'est-à-dire en février, mars. Et puis, il y a un autre élément qui joue, lié d'ailleurs au mondial. Il faudra bien ériger le département des sports et de la jeunesse en un département plein et entier, parce que c'est une priorité maintenant. C'est vrai que dans cette question de mondial, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien écourter un peu vos interventions. On n'a pas beaucoup vu le ministre des Sports, qui est ici, Chakib Ben Moussa. On en reparlera tout à l'heure. Donc, on va aller un peu plus vite sur les questions pour faire un peu le tour de la question. En 2023, véritable démarrage de la transition énergétique? Effectivement, ça c'est un grand projet. Tout à l'heure, on évoquait les réformes. Bien sûr, il y a les réformes sociales, mais également il y a les réformes économiques et énergétiques. Et ça, c'est un grand chantier. D'ailleurs, Sa Majesté a présidé, je crois, le 22, le 23 novembre, une importante réunion qui a en fait confirmé tout d'abord le plan, parce que c'est un plan qui existe depuis 2009. Il est réajusté. Il a mis l'accent essentiellement sur l'activation des projets en cours, notamment les projets Nord-Middle. Il y a 3 grands projets. Et puis, bien évidemment, tout l'arsenal sur un plan infrastructurel, sur le plan institutionnel, pour aller de l'avant dans ce projet qui est très ambitieux. Alors, bien évidemment, les objectifs, ils sont clairs. Il y a le mix énergétique. Aujourd'hui, l'électricité sur la base de l'énergie renouvelable, en fait, il y a un objectif de 52%, on était à 38%, 52% à l'horizon 2030, mais heureusement, et ça, ce sont des choses qui font plaisir et ce sont, je dirais, des signaux positifs par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure comme pessimisme, et il y a de l'optimisme, notamment sur cet aspect-là. Oui. On est en train de réaliser les objectifs avant les dates prévues. Certainement, ce taux de 52% va l'atteindre dans 2-3 années. D'accord, donc ça c'est très important. La deuxième chose, c'est que le Maroc est entré, je crois qu'il est
en fait pionnier au niveau de sa relation avec l'Europe parce qu'il a signé un pacte d'aller vers l'économie verte. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe au niveau de l'industrie automobile, etc. À terme, certainement, tout ce qui est industrie sur la base de l'énergie fossile sera interdit. On ira vers les énergies renouvelables. Et le Maroc est en train d'anticiper. Alors, il anticipe notamment au niveau de tout ce qui est hydrogène vert. Vous savez que le Maroc a été identifié parmi les 6 pays au monde qui ont un potentiel au niveau de l'hydrogène vert et qui va servir à un certain nombre de projets, notamment initiés au niveau national, notamment tout ce qui est dessalement de l'eau, qui va se faire sur la base essentiellement de cette énergie, mais également en termes d'export et en termes d'investissement. Vous savez que les grandes puissances, notamment il y a la Grande-Bretagne, il y a des grands pays qui sont aujourd'hui en train d'identifier tout ce qui est possible au niveau de l'investissement dans des régions, la région du sud du Maroc, à Gulmim, etc. Et donc je crois que c'est un méga projet. C'est un méga projet qui va faire que finalement, dans la difficulté, peuvent émerger en fait des perspectives heureuses. Parce que la question de l'énergie a été toujours une question cruciale pour le Maroc. On était en fait dépendant à hauteur de 97%. Aujourd'hui, nous sommes à 90% et on tend à aller dans 2-3 années à 82% grâce à cet effort autour de l'énergie renouvelable. Donc, et puis, le Maroc, il est appelé à être un exportateur de l'énergie propre. Et ça, bien évidemment, ce sont des recettes pour le pays, mais également c'est un positionnement sur des tendances à venir qui sont liées à tout ce qui est économie verte. Et donc je crois que Sa Majesté il a beaucoup insisté sur tout l'arsenal d'une manière intégrée. Il y a l'aspect réglementaire, l'aspect institutionnel, l'aspect infrastructure, et puis il a évoqué ce qu'on appelle l'offre Maroc. Aujourd'hui, il y a une marque qui est en train de se développer, qu'on appelle Offre Maroc en matière d'énergie renouvelable, qui est en train d'être constituée. Et je crois que c'est un des grands projets pour l'avenir, c'est cet aspect énergétique, notamment les énergies renouvelables, l'énergie propre. Ça, c'est un gisement d'optimisme, effectivement, le grand chantier des énergies renouvelables. Moustapha Sahimi, on revient avec vous à la diplomatie. On est à la télé, on ne va pas reprendre tout ce qui a été dit d'assez comique par nos voisins algériens pendant le mondial, mais plus sérieusement sur la résolution 2654 qui a été votée, donc adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU il y a un peu plus que 2 mois, si ma mémoire est bonne. On parle de table ronde, les Algériens refusent donc le format table ronde, refusent de se considérer comme parti. Comment vous voyez l'évolution de cette question-là, de ce dossier-là, donc dans la relation tripartite Maroc, Algérie, ONU? Et s'il n'y a pas de table ronde, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir à la place? Il faut rappeler rapidement les points consacrés par la résolution 2654 du 27 octobre 2022 par le Conseil de sécurité. 1. Les acteurs sont identifiés, c'est-à-dire toutes les parties. Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste. Le processus est consacré. Vous avez fait référence, c'est les 2 formules de table ronde qui ont eu lieu en Suisse, et il était prévu une 3e table ronde. 3, l'action de facilitateur du nouvel émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, donc pour reprendre langue avec les différentes parties et, c'est si possible, fixer la date d'une 3e table ronde. Quelle est aujourd'hui la situation? Il y a un agenda, d'abord onusien, vous avez fait référence à l'ONU. L'agenda onusien, c'est le 30 avril, il y a une session informelle à huis clos d'une étape du Conseil de sécurité. Pourquoi à huis clos? Ça peut arriver, mais surtout informel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le vote d'une résolution, à la différence de la session annuelle d'octobre de chaque année. C'est-à-dire qu'il y aura à cette occasion-là, donc fin avril, le secrétaire général qui va faire un rapport, ce sera un briefing, l'émissaire onusien, Staffan de Mistura, et le responsable de la MINURSO. Qu'est-ce qui va être fait d'ici la fin avril? On attend donc de l'Algérie qu'elle se repositionne pour s'insérer dans ce processus onusien, qui est un processus qui est consacré par la communauté internationale et par la plus haute instance onusienne, en l'occurrence Conseil de sécurité. Bien. Donc on verra d'ici là comment ça va se passer. Et ensuite, il y aura l'agenda normal de la réunion du Conseil de sécurité le 30 octobre prochain.
l'hypothèse qui prévaut, c'est qu'en l'état, l'Algérie ne participera pas à ce processus-là. Et donc, il y aura à la fin avril un constat de carence dressé par le secrétaire général de l'ONU au vu du Conseil de sécurité. Le déblocage peut se faire partiellement que si l'émissaire onusien fait une nouvelle visite pour reprendre contact avec Alger, en particulier, parce que le problème est Alger. C'est là que ça coince. Oui, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Alors, il y a deux variantes, c'est-à-dire ils peuvent céder sur le plan de l'agenda diplomatique du, on va le recevoir, mais il n'y aura rien, etc. Ou ils peuvent ne pas le recevoir en disant il n'a rien à nous dire, il est chargé d'un dossier qui ne relève pas de ses compétences et qui relève du Conseil de sécurité, ce qui est une absurdité, une incohérence totale, parce que l'Algérie dit quoi? L'Algérie dit le dossier entre les mains du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est bien l'illustration que ce dossier entre les mains des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Et donc, nous en sommes là. Donc, je ne vois pas de perspective d'avancée dans un avenir prévisible pour la question nationale devant le Conseil de sécurité. Mais, pour autant, si vous le permettez, le Maroc continue à consolider la dynamique nouvelle et à conforter les acquis qu'il a obtenus en 2022 et 2021. Alors, il y avait encore d'autres questions sur l'ouverture du Maroc. Vous en avez parlé, Abdeltif Komat, sur les grands chantiers. On en a aussi parlé. Il y a aussi d'autres questions diplomatiques qui relèvent donc sur la scène proche et moyenne-orientale, nos alliances, etc. Mais il nous reste à peu près un peu moins de 5 minutes. Une petite question. On ne peut pas ne pas revenir encore une fois sur le mondial. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les mondiales, toutes les coupes du monde qu'on se retrouve à faire ce parcours. Mais bon, au-delà de l'aspect purement sportif, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect moral, il y a l'aspect valeur. Comment faire, selon vous, de votre point de vue, Abdeltif Komat, pour que cet esprit mondial, cet esprit de gagne, cet esprit de valeur, cet esprit de nia, cet esprit de nef, cet esprit de tout ça, soit inscrit dans nos quotidiens et que ne soit pas gaspillé? Même question vous sera posée, Moustapha Sahimi. En 2 minutes et demie. Il faut agir tout d'abord par donner l'exemple. Donner l'exemple par nos leaders. Il faut un leadership. Comme on a eu un leadership au niveau du foot, on devrait avoir un leadership à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a la dimension psychologique, la dimension morale, la dimension confiance qui sont très importantes. Le Marocain a un très grand potentiel. Il a besoin d'avoir confiance, tout d'abord en lui-même, mais également confiance dans son environnement. Il faut qu'il y ait un esprit d'équité, il faut qu'il y ait de la reconnaissance, il faut qu'il y ait de la considération. Aujourd'hui, moi, je crois que ça devrait être la responsabilité de chacun de nous. Chacun de nous est responsable de lui-même et il est responsable des personnes qu'il gère. En fait, je me rappelle, comme je suis dans les ressources humaines, il y a un ouvrage célèbre qui s'appelle « Tous DRH ». Nous sommes tous des directeurs de ressources humaines. Ça veut dire que la responsabilité de manager une équipe n'incombe pas qu'un DRH d'une organisation, mais chacun autour de lui, il gère 1, 2, 3 personnes. Il faut qu'il applique les bonnes règles d'un bon management des ressources humaines. Moi, je crois que si on arrive à tirer les leçons de ce qu'on a vécu avec notre équipe nationale, et puis l'enthousiasme, la dynamique et la mobilisation qu'il a créée, ça veut dire que le Maroc peut avancer et le Marocain a un potentiel énorme. Il va falloir qu'on l'utilise, qu'on joue notre rôle de leadership et je crois que l'avenir est prometteur. Alors, avant de répondre, de savoir si on est effectivement tous DRH, on est surtout tous sous les projecteurs du monde. Ce qui s'est passé pendant le mondial fait que le Maroc d'après n'est pas vraiment le Maroc d'avant et que tous les projecteurs sont braqués sur nous. Vous voyez d'ailleurs pour cette affaire, pour toutes les affaires qui peuvent concerner le Maroc, vous avez la BBC, vous avez Jazeera, vous avez tout le monde qui, les télés françaises, les télés européennes. Est-ce que nous sommes tous DRH? Est-ce que nous sommes capables de perpétuer cet esprit qui a prévalu pendant 3 semaines? C'est la question de savoir ce qu'on fera de cet après-mondial. Alors mon collègue, y est déjà. Oui, qu'est-ce qu'on Mon collègue a donné une explication psychologique intéressant chacun d'entre nous. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une politique. Une politique pour faire quoi? Pour tenir compte du fait qu'il y a un potentiel dormant qui est là, un potentiel dormant qui doit être valorisé. Comment? En interne et à l'international. En interne, par le renforcement du front intérieur, par la consolidation de réformes démocratiques,
les droits et libertés, une justice qui donne satisfaction, la lutte contre la corruption, une justice fiscale équitable. C'est tout ça qui peut redonner confiance. Le gouvernement a du pain sur la planche. Évidemment, mais c'est son job. C'est son job. Et à l'international, une restructuration de dispositifs institutionnels. Il faut qu'il y ait quelque part une structure nationale qui mette en avant le Maroc d'après. Le Maroc, c'est en termes d'image. Il faut qu'il y ait une marque. Maroc ne s'improvise pas. Ce n'est pas simplement d'un petit salon touristique par-ci par-là, roadshow, tout ça, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une approche globale pour faire valoir le Maroc de 2022 au-delà, un Maroc d'avenir mobilisé, et ça implique que l'action de nos ambassades soit renforcée avec des conseillers de presse disposant de moyens, que l'agence marocaine de promotion des exportations se s'insère dans cela, qu'il y ait la mobilisation, je finis sur ça, du potentiel des Marocains du monde, nous avons des relais, ce sont les meilleurs relais de cette nouvelle image, et c'est tout cela qu'il faut mettre en équation. Abdeltef Koumatz, Mostafa Sahimi, merci encore pour vos éclairages. Comme vous le dites, nous sommes maintenant un pays plus connu, à nous de le faire mieux connaître. Merci encore à vous de nous avoir suivis, et encore une fois, meilleurs vœux pour 2023 et à la semaine prochaine. Merci à vous.